Merci Seigneur pour cette matinée de sabbat que tu nous accordes. Merci d'être avec nous, de pouvoir nous conduire, nous diriger, que tu puisses diriger cette journée de sabbat selon ta volonté. Ouvre notre esprit à comprendre les vérités que tu veux nous donner et les assimiler pour nous particulièrement. Aide-nous à te faire confiance et à pouvoir accepter toutes les vérités que tu nous donnes et que cela veut dire pour nous. Je te remercie encore de toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints ce matin et toutes celles qui vont nous rejoindre et toutes celles qui ne pourront pas nous rejoindre. Et sois avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors du coup, aujourd'hui, comme Chimène l'a dit tout à l'heure, on va parler un peu de conservatisme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous dans notre histoire en tant qu'adventistes, etc. Donc du coup, alors je vais partager mon écran. Donc comme à l'habitude, c'est bon, vous voyez, normalement vous devriez voir un tableau blanc. Comme à l'habitude, c'est une école du sabbat, donc du coup j'espère qu'on va pouvoir partager et vraiment, j'ai envie d'avoir votre retour en fait parce que c'est vraiment une étude qui me tient à cœur et qui est assez personnelle en fait pour moi, ce sujet du conservatisme. Et je vais expliquer pourquoi après. Donc du coup voilà. Alors pourquoi est-ce que si on va y revenir tout à l'heure, mais si on parle en général, pourquoi est-ce qu'on parle du conservatisme dans le mouvement aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est par rapport au fait qu'il y a des informations nouvelles et qui sont difficiles à accepter, et à partir du moment où c'est difficile à accepter, on se réfugie sur cette idée que c'est le conservatisme qui nous empêche d'accepter les choses nouvelles. Ok, très bien. J'aime bien comment tu l'as apporté. Donc, du coup, il y a des nouvelles vérités qui arrivent, qu'on apprécie, qui rentrent pas dans le cadre de nous, la manière dont on voit les choses. Donc, on préfère rester sur notre côté conservateur. C'est un peu ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça, oui. D'accord, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est un aspect qui nous permet de voir en fait que quand des nouvelles vérités arrivent, on voit qu'on ne veut pas les accepter, donc on retrouve ce côté conservateur. Est-ce que quelqu'un a une autre idée de pourquoi, comment le conservatisme, comment le sujet en fait est arrivé dans le mouvement? Pourquoi est-ce qu'on en a parlé en fait? Bonjour, c'est Johanna. Oui, vas-y. Je dirais que le sujet est arrivé dans le mouvement à peu près à la même période que le message sur le cri de minuit. Mm-hmm. Moi, je comprends du conservatisme. Pour moi, le conservatisme est déterminant, capital. Il fallait vraiment que cette notion arrive dans le mouvement. Parce que moi, je dirais, en ce qui me concerne, c'est depuis l'arrivée de ce message que j'ai pris conscience vraiment de qui j'étais, de la façon dont je pensais, dont je voyais les choses. Et je dirais que ce sujet remet en cause toute notre conception des choses. Et il était vraiment primordial, important, nécessaire que nous ayons cette notion concernant le conservatisme. Tout à fait. Merci beaucoup, Johanna. Pour les autres, je pense qu'il y en a d'autres pour qui ton expérience a été la même. Je sais que pour moi, ça a été la même. Là, on va un peu revenir sur l'histoire du conservatisme. Comment est-ce qu'on en est arrivé à comprendre ce conservatisme? Et après, dans la deuxième partie, on va plutôt parler de comment est-ce que concrètement il se manifeste, ce conservatisme. Pour ma part, en tout cas, vous pourrez vous-même donner des exemples de comment est-ce que vous avez vu que ce conservatisme a agi dans votre vie, quand est-ce que vous l'avez reconnu comme étant dans votre vie, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut remarquer surtout, particulièrement pour ceux qui sont adventistes depuis longtemps ou ceux qui sont adventistes, qui sont nés adventistes en quelque sorte. Moi, c'est le cas. Moi, je suis née adventiste. Je suis adventiste de 4e génération. Et du coup, c'est vrai que quand on est adventiste aussi longtemps, soit on devient de plus en plus conservateur, soit on devient de plus en plus libéraux. Et pour ma famille, ça a été de plus en plus conservateur.
Et sans s'en rendre compte, en fait, tous ces principes du conservatisme se sont retrouvés, en fait, dans ma vie sur tous les niveaux. Et du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'il se manifeste et qu'est-ce que c'est vraiment le conservatisme. Du coup, on va commencer, je vous propose, que je retrouve ça, par définir le conservatisme. On va donner quelques exemples, quelques définitions de qu'est-ce que vous pensez être le conservatisme. Oui, voilà. Excuse-moi, Elisa, il y a quelque chose que tu viens de dire qui est intéressante. Tu as dit, quand on est adventiste depuis longtemps, on devient de plus en plus conservateur ou de plus en plus libéral, d'accord? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, tu viens de dire ça. Et c'est intéressant, cette remarque, parce que ça montre une chose, en fait, à travers cette notion de plus en plus conservateur ou de plus en plus libéral, ce que tu dis, en fait, en interligne, c'est que une personne, qu'elle soit conservatrice ou libérale, dans tous les cas, elle devient de plus en plus quelque chose, c'est-à-dire qu'elle évolue. Elle ne reste pas en tant que telle ce qu'elle est. Elle devient de plus en plus soit conservateur, soit libéral. Et en fait, ça veut dire que tout individu est appelé à évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc, on sort de la notion de conservatisme, on rentre dans la ligne d'une progression, d'une évolution. Tout à fait. Moi, c'est vrai que personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. Non seulement on va voir cette progression au niveau d'une personne, mais au niveau de plusieurs générations, sur plusieurs générations, on va voir que ça va évoluer. Et c'est quelque chose d'intéressant, parce que là, on va un petit peu discuter de c'est quoi la définition du conservatisme. Et après, je vais vous donner une définition que j'ai trouvée. Et en fait, ça reprend cette notion en fait de progression, même si c'est du conservatisme. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, ton point. Merci, Jean-Michel. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que pour lui, qu'est-ce que pour vous, ça veut dire le conservatisme? Qu'est-ce que vous pensez, quand vous pensez à conservatisme, vous pensez à quoi? Bonjour, moi c'est Hélène. Moi je pense, ça me fait penser aux pionniers, à nos pionniers, c'est-à-dire Miller et les autres. Ok, donc revenir à tout ce qui est établi, enfin tout conservatisme, c'est conserver ce qui était des pionniers. Ok. Quelqu'un d'autre? Ça peut être aussi un cadre de vie, aussi des principes moraux de vie. Donc, principe de vie. Merci, Chimène. Là, c'est Muriel. Je dirais que le conservatisme, pour moi, quand je vois ce mot, je l'associe surtout à refus de changement. Refus de changement. Ok. Là, c'est vraiment, enfin, je suis d'accord avec toutes les réponses, en fait, parce que c'est des éléments, les trois éléments qu'on a mentionnés là et ce qu'on avait mentionné avant, c'est des éléments qu'on va retrouver quand on va faire la définition globale, quand on va donner la définition globale du conservatisme, c'est des éléments qu'on retrouve. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il est pas... Muriel vient de dire refus de changement. Et Jean-Michel, tout à l'heure, a dit malgré tout, il y a une évolution. Donc, du coup, ça semble être deux éléments contradictoires, si on peut dire, et qui, malgré tout, se rejoignent. Donc, comment est-ce que vous comprendriez le fait de refuser de changer, mais d'évoluer malgré tout? Elisa, tu m'entends? Oui. Ah, donc c'est Viviane. Alors, donc, le refus de changement, ce que je comprends, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on veut garder nos traditions, garder notre façon de penser. Ok, tout à fait. Donc là, on rapporte un terme très important, c'est les traditions, quand on parle du conservatisme. Très bien, merci Viviane. Pascal, oui. Pour faire le lien entre le refus de changement et le fait qu'il y ait quand même une évolution, moi je le prends par rapport à mon expérience, c'est qu'en fait, on regarde comment c'était dans le passé
Et que du coup, on voit la situation qui était dans le passé et on se dit, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, du coup, on évolue vers une situation qui était dans le passé. Et c'est en fait, le changement dont il est question, c'est le changement qui a eu lieu entre l'époque à laquelle je veux retourner et l'époque à laquelle je me trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, mais c'est une envie… C'est ça que je fais le lien entre l'évolution, donc on rétrograde en fait, pour retourner dans une situation qu'on considérait être bonne dans le passé. Ok. Donc, ce changement pour toi, c'est en fait ramener les traditions, les idées des pionniers à aujourd'hui, en fait. Revenir sur les principes, tout ce qui était véhiculé comme pensée dans le passé. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose sur le conservatisme? Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi cette notion de progression, un affermissement dans nos convictions ou dans nos traditions? Je pense que oui, c'est un élément intéressant parce que ça rejoint un peu, Chimène, ce que tu dis, ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit qu'on devient plus conservateur ou plus libéral, dans le sens où on devient de plus en plus affermi dans nos traditions, etc. Et ça prend une ampleur en fait qui rejoint en fait tous les domaines de la vie. Et donc c'est cette évolution, même si on refuse de changer. Donc on retrouve ce point-là. Je ne sais plus comment tu l'avais dit. Affermissement, j'ai dit, voilà, dans nos convictions, je ne sais plus. Pour en donner un exemple sur cette idée, dans le monde juif, on a rajouté beaucoup de préceptes pour consolider les traditions, faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus suivies, pratiquées, etc. Et pour éviter toute dérive, on a rajouté beaucoup de préceptes. Il y en a 700, je ne sais plus combien, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un affermissement, un durcissement dans les convictions qui sont les nôtres et qu'on veut encore beaucoup plus être suivis à la lettre. C'est un bon exemple, tout à fait. C'est un bon exemple parce que on voit que les Juifs étaient conservateurs sur ces idées qu'ils voulaient donner et que les changements qu'ils mettaient en place étaient pour retenir ces traditions. Parce que justement, c'est vraiment un cadre. C'est ce qui t'a été construite, où tu as grandi avec ces idées ou ces traditions. Moi, je ne sais pas comment on va le formuler par la suite. Donc, c'est vraiment un cadre qui régit ta vie. Donc, l'abandonner, ça peut être très flippant, quoi. Tout à fait. C'est vraiment, en fait, l'abandon. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, un parent va arriver dans l'adventisme et va donc prendre toutes ces traditions, toute cette idée du conservatisme. Mais l'enfant à qui il va les transmettre est né dedans. Donc, pour lui, c'est un cadre de vie. Pour lui, c'est une vie, en fait. C'est une vie dans laquelle il grandit. Et donc, du coup, de sortir de ça, c'est sortir dans l'inconnu, sortir dans quelque chose qui, pour lui, va à l'encontre de ce cadre de vie, de ses principes qui lui ont été inculqués. Et donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont grandi dans la chrétienté en général, pas spécialement que l'adventisme, mais dans la chrétienté de manière très conservatrice, très légaliste, etc. Et leurs enfants, en fait, une fois qu'ils se libèrent, qu'ils sortent, en fait, qu'ils choisissent de sortir de ce système, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font souvent l'opposé contraire. Ils vont à l'opposé, ils essaient tout, ils font tout de la vie, etc. C'est de leur manière, en fait, de se dire, moi, non, je me libère, moi, je peux faire ce que je veux, moi, je contrôle ma vie, en fait. Parce que leur vie, ils se rendent compte qu'elle était d'après ce cadre et ils veulent se dire, OK, moi, je veux pas ce cadre, en fait. Je me libère de ce cadre. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup cet opposé total dans ce qui est à la sortie de ce cadre. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter autre chose par rapport au conservatisme? Sinon, après, on va avancer. Du coup, pour revenir sur quand même ce qu'elle a dit, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ça. C'est lié à l'identité, en fait. Parce que, en fait, les enfants qui vont grandir ou des personnes qui vont vraiment être à fond dans ce cadre de vie, ça devient pour eux une identité. Donc, le conservatisme, en fait, même s'il est un cadre de vie, il devient par la suite notre identité. Et donc, s'imaginer sans, ça semble perdre son identité, en fait. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais c'est comme ça que moi, je peux le voir aussi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose, sinon on va passer à une autre définition. Juste un petit mot. Oui.
je reste attaché à la notion d'école du sabbat et de liberté d'expression et d'interactivité. Toutes les définitions que j'ai entendues me font penser à quelque chose, c'est que c'est lié à l'homme, c'est-à-dire les traditions. Oui. Tout ce qui est tradition, et du coup, moi j'ai un petit souci parce qu'en fait, quand on lit les choses à Dieu, on a le résultat inverse de tout ce qu'on est en train de dire. Parce que Dieu est amour, Dieu est vérité, et ça ne change pas. Et quand on se base sur ce que Dieu dit, on évolue dans les époques sans forcément être dans aucun écueil ni de libéralisme outrancier, ni au conservatisme déchéant. Donc du coup, effectivement, il faut qu'on lit quand on lit ces définitions libéralisme, conservatisme, à l'homme, ça peut être quelque chose de négatif. Et ça l'est, en fait. Mais quand on le lit à Dieu, c'est tout autre chose. Et même quand on a la vision de Dieu, enfin, sa vision de Dieu, on peut tomber dans un écueil à droite ou à gauche, c'est-à-dire conservatisme et outrancier ou libéralisme outrancier. Et je pense que ces deux choses sont des choses de très négatif. Parce que Dieu même se définit, il ne change pas, il est immuable. Donc, il faut qu'on accepte de lier toutes ces notions de conservatisme, notamment, mais aussi, je rajoute le libéralisme, à l'humain. Et tant qu'on le lie à l'humain, toutes les définitions qu'on cite deviennent justes. Mais dès qu'on le rattache à Dieu, ça devient pas vrai. Et je dirais même, pour ajouter une certaine subtilité, je ne parle pas de l'idée qu'on se fait de Dieu, parce que même l'idée qu'on se fait de Dieu, ça part de l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, Et du coup, il faut faire extrêmement attention, parce qu'on peut se retrouver avec un concert d'adventisme qu'on attaque, qu'on fustige à raison, et quand on le ramène dans la sphère divine, on se trouve à attaquer Dieu. Et là, il faut faire très attention, parce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas, comment dirais-je, définir Dieu. Ce n'est pas à nous de définir Dieu, c'est Dieu qui nous définit. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Dieu se qualifie lui-même comme un Dieu. Quand il parle de sa loi, il dit qu'il l'écrit avec ses doigts, donc ce qui prouve qu'elle est immuable. Et donc ça, il faut une petite subtilité. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi, Christian. Là, en fait, alors, juste pour commenter là-dessus, par rapport au conservatisme que tu expliques, en fait, c'est le conservatisme équilibré, enfin voilà, c'est ça. Mais là, en fait, ce conservatisme dont on parle, là, c'est celui qu'on va avoir dans l'adventisme et qui va vraiment, en fait, nous bloquer, nous refuser de changer, etc. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que... Comment est-ce que le conservatisme nous affecte? C'est pour ça qu'on a abordé le conservatisme un peu de ce côté-là. Oui. Mais sinon, je suis d'accord et je comprends ce que veut dire Christian, mais je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que dans le cadre divin, effectivement, on peut dire qu'il y a une notion de conservatisme, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que éternellement, on sera toujours en évolution dans la connaissance, dans la compréhension. Ellen White le dit, qu'on mettra l'éternité pour comprendre toutes les richesses et toute la beauté et tout l'amour de Dieu. Donc, il y a une notion d'évolution, d'informations nouvelles qui arrivent et que nous sommes amenés à accepter ou refuser. Et cette notion de conservatisme au niveau divin, comme le faisait allusion à Christian, il faut le conservatisme, pour prendre tout simple, hein, c'est ce qu'on disait au départ, c'est la résistance à une information nouvelle.
et éternellement, on aura des informations nouvelles à découvrir, on sera dans l'émerveillement permanent. Donc, c'est par rapport à cet angle-là qu'il faut avoir la critique sur le conservatisme. Tout à fait, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est vrai que on va retrouver de toute façon ces notions, on va en parler plus tard, de libéralisme social, de conservatisme moral, etc. On va retrouver c'est ça, mais malgré tout, on a parlé tout à l'heure en fait que la notion du conservatisme a été introduite dans le mouvement. Donc du coup, si cette notion de conservatisme a été introduite, c'était, on va voir par quels moyens elle a été introduite, dans quel sens, etc. Mais on retrouve que c'est parce que, en fait, on a eu un problème avec ce conservatisme. Et en fait, nous, quand on parle de conservatisme, on n'est pas du tout équilibré. On a un conservatisme, comme le disait Christian, à outrance. Et donc, du coup, c'est ce conservatisme qu'on essaie de comprendre. Et que, enfin, moi, ce que je me concentre sur ce matin, c'est d'essayer, en fait, de vous faire comprendre à quoi ça ressemble dans notre vie, en fait, en tant qu'adventiste. Du coup, Juste un petit mot, Elisa, pour vraiment clarifier ma pensée, c'est que, comment je peux dire ça, si on a une conception qui est basée sur l'homme, d'accord, on aura un problème avec le libéralisme. Parce que Dieu va nous donner des nouvelles choses et on va les refuser de fait, de facto. Mais si on a un évangile qui est basé sur Christ, c'est Christ qui assure cette évolution et ce changement. Et il y a une chose qu'il fait aussi, et je suis très attaché à cette idée, Ellen White en parle dans la parabole de Jésus, je crois au niveau de la page 104, on pourra le vérifier. Quand vous refusez ce qui est nouveau, ce que Dieu vous amène, c'est que vous n'avez pas bien compris les anciennes qu'elle dit. Je paraphrase, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc du coup, on voit bien que quand on a une conception qui est basée sur Dieu, pas l'image qu'on se fait de Dieu, ou la conception qu'on se fait de Dieu, qui reste quelque chose d'humain. Je dis quand la chose, enfin, je sais pas si je pense que j'ai été clair là-dessus. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire ou pas? J'ai compris ce que tu veux dire. En fait, ça, t'as complémenté ce que tu as dit tout à l'heure. Et justement, en fait, ça nous montre qu'en fait, le problème dans ces deux sujets, c'est l'homme. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre parce que l'homme a un problème avec le conservatisme et le libéralisme dans les deux cas. Du coup, dans le chat, pardon, je vous ai mis la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Alors, je ne vais pas la lire en entier, mais vous pourrez la lire et elle sera aussi dans mes notes que j'enverrai à la fin. En fait, ça explique, pour donner rapidement, pour rejoindre un peu les points dont on a parlé, qu'on a cités, il nous est dit qu'en fait, le conservatisme est en faveur des valeurs traditionnelles et s'oppose au progressisme. Donc, le terme vient de conserver, maintenir, observer une loi. Donc, il est défini, en fait, en partie par l'accent mis sur la tradition comme source de sagesse, bien au-delà de ce qui peut être démontré ou explicitement établi. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, la tradition prime, même si quelque chose est établi et clairement prouvé, et ben, du coup, la tradition prime là-dessus. Donc, c'est intéressant. Et plus loin, je n'ai pas mis là dans la définition, mais sur Wikipédia, vous allez voir que le conservatisme, il dit que le conservatisme, ce n'est pas l'immobilisme. Et c'est là qu'on retrouve, en fait, malgré tout, une évolution dans le conservatisme de plus en plus conservateur, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, sur ces bases qu'on a posées, on va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup avancé jusque-là. On est resté un peu sur cette définition du conservatisme qui est très importante. Est-ce que quelqu'un a rapidement des idées sur qu'est-ce que veut dire le libéralisme? Quelqu'un qui n'a pas parlé ou qui souhaite parler Je vous écoute. On accepte le changement. Ok. Donc, accepter le changement. J'ai entendu quelqu'un d'autre? Alors, j'ai une définition sur le libéralisme. Mm-hmm. Le libéralisme est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels au nom d'une vision fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les hommes. Tout à fait. Alors, comment est-ce que tu résumerais cela? Comment est-ce qu'on le mettrait?
En un mot, on dira le libéralisme, celui qui est libéral, voilà, va prôner la défense, je dirais, individuelle des droits des hommes, en fait. C'était ce terme-là que je voulais qu'on prenne, c'est le terme défense des droits qu'on va retrouver. Juste une pensée. Alors, pas courte par contre, parce que je vais vite. D'accord. Est-ce que de facto, c'est une question, et je m'arrête là. Est-ce que de facto, en prenant la norme humaine comme définition d'un thème biblique, par exemple, est-ce que ce n'est pas une forme de conservatisme? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre toute ta question, mais je me suis posé cette question aussi. Mais en fait, si on réfléchit, quand on parle de conservatisme, de libéralisme, là, j'ai pris les définitions, en fait, ces définitions qui sont… En fait, elles ne représentent pas totalement tout ce qu'on comprend du libéralisme, du conservatisme, parce qu'après, nous, on va y apporter des éléments qu'on comprend de notre message, etc. Mais ça nous permet d'avoir des idées, d'avoir des mots-clés qu'on va retenir de ces définitions et qui vont nous permettre de comprendre l'idée en général. On prend des définitions pour tout, enfin, ça nous aide à comprendre les sujets en fait en général. Même si les définitions vont pas être même si les définitions vont pas être complètes ou quoi que ce soit, ça va quand même nous permettre d'avoir une idée du sujet en tout cas. Après, nous on va l'appliquer, la comprendre comme on veut la comprendre, mais ça dépend de notre point de vue en fait. Mais voilà. Oui, mais c'est peut-être là le problème. Parce qu'en fait, quand nous définissons le libéralisme, et je pense qu'on n'a pas perdu du temps, mais on a pris du temps, c'est nécessaire parce que c'est une base, on voit que c'est lié à l'homme. Or, on est en train de définir une attitude, un concept, à partir de Wikipédia, qui est par essence même une norme, mais stricto humaine. Donc, basée sur les sages de ce monde, pas que je le jette à la poubelle, hein, mais je me dis, est-ce que là encore, ce n'est pas une forme de conservatisme? C'est tout ce que je peux dire quelque chose. Dans la Bible, je ne sais pas si le mot libéralisme, il existe. Non. Et je ne vois pas pourquoi on va ne pas utiliser les outils qui existent dans le monde dans lequel on évolue. Il n'y a rien de mal à cela. La Bible, c'est des hommes qui l'ont écrit, ils ont utilisé leurs propres mots aussi. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit d'écrire là. Dieu leur a donné la compréhension, et Ellen White, elle le dit bien, elle a été libre de choisir les mots pour écrire. Donc, elle-même va prendre dans des sources séculières pour définir des mots ou bien pour étayer ce qu'elle dit. Donc, je ne pense pas que si nous, on va prendre une définition qui n'existe pas dans la Bible ou qui est dans un dictionnaire ou autre, que cela fausse notre compréhension du mot. Après, il faut toujours mettre le mot dans son contexte pour avoir la bonne définition. Oui, tout à fait. Et on peut élargir la définition par la suite avec les compréhensions qu'on a pu avoir dans le mouvement, etc. Par la suite. Juste une chose que je voulais dire, c'est que ces deux définitions, conservatisme et libéralisme, sont des définitions qui sont basées sur des observations de la vie de l'homme. Ce sont des définitions qui sont humaines, c'est tout à fait normal parce que ce sont des définitions qui sont nées de l'observation de la vie des hommes sur Terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est normal qu'on essaie de comprendre comment ces deux définitions évoluent dans le temps et comment dans notre vie ça va avoir un impact par rapport aussi à notre spiritualité et à notre rapport avec les autres. Parce que ce sont des définitions à la base qui sont nées de l'observation de l'attitude des hommes vis-à-vis des hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc forcément, on va trouver ces définitions dans Wikipédia, etc. parce que nous avons des sociologues, nous avons des personnes qui sont là et qui ont observé la vie des hommes depuis que les hommes vivent ensemble. Et donc, qu'il y a des définitions qui sortent comme ça, qui sont créées pour définir un fonctionnement, pour définir une attitude. Donc, pour moi, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Alors, pour ma part, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y, Johanna. Dans le sens de l'intervention de Douli, je voulais tout simplement aussi dire, si ça peut aider, il ne faut pas qu'on oublie cette notion d'enseignement en parabole et que le naturel va nous emmener à comprendre le spirituel. Donc, ce qui va vouloir dire, on peut effectivement prendre d'une source, je dirais naturelle, qui nous concerne, nous les humains, nous les hommes sur cette terre, et qui nous permettra aussi de comprendre cette notion spirituelle. Donc là-dessus, il n'y a pas de, enfin, on ne devrait pas avoir, je dirais, du mal à comprendre cela. Ok, merci à tous pour vos interventions, ça, c'est riche. Alors, il y a dans le chat, il y a Sarah qui a mis que le libéralisme, pour elle, c'est l'acceptation de la modification, du changement, de l'évolution et quelquefois de la suppression des traditions humaines, des lois humaines et des attitudes humaines établies. Alors, c'est une bonne définition, je trouve. J'aime bien la notion suppression des traditions, parce que c'est le cas, en fait. On va devoir supprimer des traditions, tout simplement. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. On va avancer sur notre ligne. On va vite fait la dessiner. Et on va essayer de situer un petit peu quand est-ce qu'on a commencé à parler du conservatisme, du libéralisme et ces notions, en fait. Quand est-ce que c'est arrivé dans notre mouvement, tout simplement. Qui veut me donner les balises de notre ligne de réforme? Donc, nous sommes sur la ligne des prêtres. Je vous écoute. Quelle est la première balise? Personne? Je vais avancer dans ce cas-là, parce que bon, c'est des notions que normalement on connaît 1989. Tous. Ok, après 2001. 2001, très bien. Ensuite, quelle balise on va avoir au milieu ici? 2014. Très bien. Cette balise 2019. Très bien. 2021. Et 2021. Ok. Alors, je vais mettre rapidement, donc 1989, on est d'accord que c'est le temps de la fin. Ici, en 2014, on va retrouver la loi du dimanche pour les prêtres. 2019 étant notre fin du temps de grâce. Et 2021, la seconde venue pour les prêtres. Alors, je pense que tout le monde est OK avec ça. Enfin, c'est une ligne qu'on a dessinée maintes et maintes fois. Alors, du coup, on va vraiment se concentrer, en fait, sur la dernière dispensation, 2014 à 2019. Quel message est arrivé pendant cette dispensation? Quel est le titre de ce message en général? Pas les différentes études qu'il a comportées en soi, mais quel est le titre? Cri de minuit. Très bien. Donc, on va retrouver ici le cri de minuit. Et on va rajouter deux balises du milieu de cette ligne. Hop. Alors, du coup, on va avoir ici 2016 et 2018. Quel message est arrivé en 2016? Quelqu'un? Personne? Il y a eu le 45e président en 2016. Ok. Dans le cadre du cri de minuit, quel est dans les messages que l'ancien texte a partagé, quel est le message qui est arrivé, qui a commencé en 2016? Roi du Nord, roi du Sud. Ok. Et du coup, cette étude du roi du Nord et du roi du Sud, elle parlait de quoi? Elle pointait sur l'égalité. Ok. Alors, l'égalité, elle est arrivée un petit peu plus tard. Mais en 2016, si on a commencé à parler… Quand tu dis roi du Nord, roi du Sud, tu parles de Pyrrhus, etc. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui a conduit à cette étude de Pyrrhus?
C'est quoi l'étude numéro 1? Acte 27. Acte Ok. 27. Donc, on va retrouver ici acte 27. C'est ça, en fait, qui a dirigé, qui a commencé, en fait, le sujet, l'étude, etc. Et donc, Gérard, tu disais que par la suite, ça a conduit à quelle étude? Sur l'égalité. Ok. Donc, est-ce que vous voyez qu'en fait, ce sujet, il a commencé avec acte 27. Il a ensuite... Elisa, excuse-moi, mais acte 27 n'est pas arrivé en 2016? L'étude a été commencée en 2016, oui. Non, mais elle n'est pas arrivée chez nous, elle n'est pas arrivée. Non, elle n'est pas arrivée chez nous en 2016, mais l'étude a commencé en 2016. Oui. Mais Alors, quand Tu veux, en fait... Elisa, permets-moi de dire juste une chose qu'on ne peut pas occulter dans le message. En 2016, nous avons eu le 45e président. Ah oui, c'est clair. Et, ah oui. et on ne peut pas l'enlever. Il a été réalisé, ça s'est accompli sous nos yeux. Si tu veux, la raison pour laquelle je ne voulais pas me concentrer dessus, c'est parce que c'est pas dans le sujet de mon étude, en fait, si tu veux. C'est pas d'accord. Ok, si tu dis ça, d'accord. Voilà, c'est parce que mon sujet... On a l'impression qu'on l'occulte, comme si ça ne s'était pas passé. Or, c'est quelque chose qui s'est véritablement passé dans le mouvement. Oui, et on a réellement vu sa réalisation devant nos yeux. Tout à fait. C'est juste que j'ai peut-être pas bien formulé, mais c'est dans le sens qu'en fait, c'était pas le sujet que je voulais sur lequel je me concentre. Et donc, du coup, par rapport à ce que Charles disait tout à l'heure, donc l'étude n'est pas arrivée au public, si on peut dire, en 2016. Mais lorsqu'on regarde la balise de 2016, donc en tant que par rapport aux balises d'accroissement de la connaissance, formalisation, etc., 2016 correspond à l'accroissement de la connaissance. Je vais le noter ici d'ailleurs. 2016 correspond à l'accroissement de la connaissance. Et donc, il y a eu un accroissement de la connaissance sur Acte 27, même si ça a été expliqué plus tard, ça a été formalisé, etc. On retrouve avec 2018 et 2019, etc. On retrouve malgré tout cet accroissement de la connaissance qui a été reçu, que l'Ancien Testament a reçu en 2016. Donc, du coup, je voulais juste revenir en fait sur ce message du cri de minuit en général. Et je pense que vous avez pu tous voir, je ne sais pas si vous avez autant réalisé, mais on peut voir à quel point le message a évolué, parce qu'il est passé d'acte 27. Gérard a dit tout à l'heure, on a ensuite passé sur l'histoire de Pyrrhus, le roi du Sud et le roi du Nord. Et ensuite, toutes ces guerres, parce que l'histoire se répète, nous ont conduit à voir ces guerres dans notre histoire. Sauf que si on voit ces guerres dans notre histoire, lorsqu'on a placé ces guerres dans notre histoire, quel est un élément majeur qu'on a pu observer? Parce que dans les guerres, il y avait... les guerres, c'était les guerres de l'époque, Pyrrhus, etc. On n'a pas les guerres de la même manière. Et quelle était la grosse différence entre leurs batailles de l'époque et nos batailles maintenant? Avant, ils se battaient avec des armes physiques. Maintenant, c'est la guerre, on dit guerre de l'information, c'est un autre type. Tout à fait, tout à fait. Donc la différence, en fait, ça va être l'arme de la guerre, l'arme avec laquelle on va faire la guerre, tout simplement. Et on va justement dire la guerre d'information, tout comme tu as dit, Jean-Michel. Sauf que... Quelqu'un veut dire quelque chose? Je peux dire quelque chose, c'est Marie. Vas-y. Je peux parler? Vas-y, vas-y. Oui, je veux dire, il y a la guerre d'information, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé à l'Arménie, et j'oublie le nom là où ici est intervenu pour faire cesser le feu. Il y a aussi les paroles verbales, mais il y a aussi des armes, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas entendu du tout en France par rapport à cette chose-là qui s'est passée là-bas, en fait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, tu parlais de l'Ukraine, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudra réagir, mais juste... De l'Arménie et... Bon, bref, ce n'est pas les sujets de ton étude. Non, il n'y a pas de souci. Juste pour donner une idée, enfin, la manière dont moi je le comprends, en fait, c'est que c'est sûr qu'en fait, ça ne néglige, je ne sais pas le terme, ça n'enlève pas le fait qu'en fait, il y aura des guerres en vrai. Enfin, il y a des guerres en vrai, mais on voit que malgré tout, dans les guerres qui contrôlent les grandes puissances,
Donc, on va parler de l'Amérique, on va parler de la Russie, etc. Dans cette guerre qui contrôle ces grandes puissances, on voit que l'arme qu'ils utilisent, c'est l'information. Après, c'est sûr, ils vont créer j'oublie le terme, des guerres de procuration. En fait, ils vont créer des guerres de procuration, utiliser des pays en fait qui vont être littéralement en guerre pour arriver à leur fin. Mais on voit que la guerre qui contrôle le monde, la manière la plus efficace de faire une guerre aujourd'hui, c'est à travers un contrôle d'information, une prise d'information. Pardon ? Ou l'influence, guerre d'influence. C'est ça, tout à fait. C'est à travers cette influence et la transmission ou la non-transmission d'informations ou la mauvaise transmission d'informations qu'en fait, on peut trouver plein d'articles. Beaucoup de personnes ont dit que c'est avec cette arme-là en fait qui peut faire le plus de mal. La guerre peut exister, la guerre peut faire du mal dans les pays et c'est le cas. Mais on voit que cette information en fait, elle est tellement puissante que c'est l'arme la plus puissante en fait. Elle est montée tellement vite dans notre histoire lorsqu'on regarde 1989 et comment est-ce qu'elle a évolué depuis, que en fait c'est une arme fulgurante. Je sais pas si ça prophétiquement, Elisa, notre focus il est sur le roi du Nord et le roi du Sud. Donc on a fait une comparaison et contraste avec les guerres pyrrhiques en montrant que le mode opératoire c'était les éléphants. Et dans notre dispensation, le conflit entre le roi du Nord, ils ne se battent pas physiquement, c'est par une guerre d'information. C'est là d'où c'est venu, en comparaison et contrastant la bataille pyrrhique donc du roi du Sud avec le roi du Nord. Parce que nous, c'est ça notre thème, Daniel 11, 40 à 45, c'est le conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord. Tout à fait, c'est parce qu'on se concentre vraiment sur ça. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a des guerres autre part. Mais comme notre focalisation est sur les royaumes que la Bible nous a donnés, ben on voit que là, ce mode de bataille, c'est l'information. J'espère que c'est un peu plus clair, que c'est un peu logique. Oui, donc du coup, lorsqu'on retrouve cette information comme étant une arme, on parle souvent de comment est-ce qu'elle peut être mal utilisée, comment est-ce qu'elle peut être utilisée pour faire du mal en Amérique, en Russie, etc. Mais automatiquement, si l'information peut être mal utilisée en tant qu'arme, l'information peut être bien utilisée automatiquement. On va avoir alors la mauvaise information qui va être opposée avec la bonne information. Et donc, ce sujet, en fait, lorsqu'on parle donc de guerre d'information, il a conduit par la suite à parler, parce qu'on voit qu'il y a des bonnes informations, des mauvaises informations dans cette guerre, que cette guerre va porter en fait entre qui donne les bonnes informations, qui donne les mauvaises informations. Donc c'est là qu'on introduit le sujet des deux sources d'informations. Alors on va l'introduire dans le mouvement au niveau séculier, au niveau externe, à travers CNN et Fox News, donc qui vont apporter toutes les nouvelles, les informations du monde par rapport à cette guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc on va retrouver, alors je vais le noter en externe, on va retrouver CNN et Fox News, donc qui vont être ceux qui vont propager soit la bonne, soit la mauvaise information qui va créer cette guerre d'information. Mais automatiquement, si on réfléchit, on vient dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises informations. Donc ça veut dire qu'on les retrouve en externe, mais on doit également les retrouver en interne. C'est deux courants d'information. Oui, une petite chose, Elisa. Quand on dit CNN et Fox News, ça ne veut pas forcément dire que CNN ne donne qu'un type de bonne, que 100% des bonnes informations et que Fox News donne 100% de mauvaises informations. Je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire. C'est dans le sens où, en fait, les informations reliées aux événements mondiaux, aux événements qui se passent à la vision du monde sur l'Amérique, sur la Russie, etc., vont être soit bonnes, soit fausses. On va voir que soit, par exemple, l'un va être pour Donald Trump, l'autre ne va pas l'être. On va retrouver, en fait, ces éléments principaux qui vont être quand même, il y en a certains qui vont, on va en parler tout à l'heure, qui vont partager des informations qui vont être clairement des théories de complot,
et les autres non. Même s'ils vont parler de ces sujets-là, ils vont le remettre dans le contexte et expliquer en fait la vraie information derrière tout ça. C'est comme ça que je comprends. Donc du coup, si on retrouve ces deux sources d'information aussi en interne, cela veut dire, alors tout à fait, il y a un message qui a été envoyé dans le chat qui dit CNN et Fox News, ce sont les symboles. Tout à fait, c'est des exemples en fait de ces deux sources d'information en externe. Il n'y a pas que eux, il y en a plusieurs. Alors donc du coup, pour nous, en interne, on va retrouver ces deux sources d'information et donc, du coup, ces deux courants d'information qu'on va retrouver, c'est côté conservateurs et libéraux, parce qu'on retrouve les deux termes. Alors, quand on parle de donc je vais descendre un petit peu, lorsqu'on parle de conservatisme, quels sont, donc là, on va parler, s'attarder sur les conservateurs adventistes, les conservateurs nous, les prêtres, enfin voilà, dans l'Église. Je vais mettre comme ça. Quels sont les symptômes si on peut dire, en sachant qu'on regarde le conservatisme sous cet œil de mauvais côté, si on peut dire, comme on l'a dit au début. Quels sont les symptômes auxquels on va pouvoir reconnaître un conservateur? Quelles sont les idées, les pensées qu'il aura? Quels sont les différents éléments? Qu'est-ce qu'un conservateur va penser? Comment lis-tu? Ok, alors qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça? Il va dire Ellen White, elle dit comme ça. Ok. Alors, du coup, en fait, il va se baser sur l'inspiration. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. On peut penser aussi au manuel d'église. Ok, on va le noter. Il va vraiment en fait se baser sur l'Église et sur l'inspiration. Je voudrais juste rajouter un point là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve. En fait, c'est un peu l'idée principale qu'on va retrouver chez un conservateur. Il va beaucoup se baser sur Ellen White, sur la Bible, mais pour prouver ses points avec des preuves de texte, etc. Et en fait, pour moi, la différence entre être correctement basé sur l'inspiration et ne pas être correctement basé sur l'inspiration, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'en fait, il va prendre les versets de la Bible, il va prendre Ellen White en dehors d'un contexte de progression, donc en dehors de la ligne d'Éden en Éden. Sur la ligne d'Éden en Éden, on va trouver par exemple que dans la Bible, l'esclavage est accepté. On va le retrouver avec Abraham, on va le retrouver avec différentes personnes. Donc on va voir en fait que si on prend ces textes-là, tels qu'ils sont, tels que il est écrit, on va dire, ok, on peut être esclavagiste aujourd'hui. Donc en fait, la manière dont ils vont prendre l'inspiration, de la manière dont ils vont citer il est écrit, c'est pour ça que ça peut vite devenir un piège, parce qu'ils vont dire, oui, mais moi j'utilise il est écrit. Mais ils vont utiliser il est écrit en dehors d'une méthodologie. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si ça a du sens ou si vous avez des pensées dessus, mais en fait, c'est vraiment cette utilisation d'il est écrit en dehors d'une méthodologie de lecture. Alors en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est là que je me rends compte qu'en fait, en tant qu'adventiste conservateur, on a une certaine incohérence, parce qu'on va prendre le « il est écrit » quand ça nous arrange, parce que je ne connais pas d'adventiste, personnellement, qui prône l'esclavage. Tout à fait. Et pourtant, on est dans « il est écrit ». C'est ça. Donc, on va utiliser la méthodologie là où ça nous arrange, et ensuite, on ne va pas l'utiliser là où ça nous arrange. Donc, tout à fait, c'est un problème d'incohérence où on va utiliser, donc, il est écrit et la méthodologie, ou ne pas utiliser la méthodologie et juste utiliser il est écrit quand ça nous arrange, etc. Et également, on a dit tout à l'heure que le conservateur était en fait fixé, il ne voulait pas avancer.
Et donc, il va avoir des idées fixes sur la parole de Dieu et sur sa signification. Alors, pourquoi est-ce que nous, en tant que prêtres, on a été conservateurs? Pourquoi est-ce que, si vous réfléchissez, pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis en tant que conservateurs? Alors, si je peux, Elisa, si je peux répondre à la question. Vas-y. Alors moi, je voulais juste rajouter que finalement, ce qui manquait dans la définition qu'on avait donnée, effectivement, c'était quand on avait séparé conservateur et libéral, c'était justement ce problème de lecture, en fait, de comment on lit. Et effectivement, vous m'entendez, hein? Oui. Très mal. C'est bien, ouais. En fait, effectivement, le conservateur, lui, il va avoir vraiment une lecture assez littérale et même des fois peut-être enfantine de l'inspiration, alors que le libéral, en fait, il va utiliser le bon sens. Tout à fait. Dans ses choix de vie, le libéral, il va utiliser le bon sens. Donc, ça veut dire qu'il va considérer, considérer le contexte, considérer toutes sortes de choses, et il va utiliser son bon sens. Le problème, c'est que donc ça c'est mon avis, hein, mais le libéral, il va pas forcément, comment dire, se baser sur ce qui est écrit en fait. Et du coup, moi l'impression que j'ai, c'est que si Dieu veut construire un peuple, il est obligé en fait premièrement se baser sur des gens qui vont quand même faire attention être fixés sur ce qui est écrit. Tout à fait. Parce que le problème avec le libéral, c'est que le libéral, moi, d'un point de vue personnel, lorsque je discute avec des gens de ma famille qui sont libéraux, j'ai vraiment l'impression que ce qui est écrit dans l'inspiration n'a pas de valeur pour eux, en fait. Tout à fait. Alors, c'est un point... Du coup, de la façon dont, si Dieu veut vraiment susciter une église ou susciter un mouvement de réforme, en fait, il doit se baser premièrement sur des gens qui vont quand même tenir compte de ce qui est écrit au départ. Même s'il y aura en fait l'inconvénient, c'est que ces personnes vont être conservatrices, mais après Dieu pourra leur montrer comment mieux lire l'inspiration pour les amener à une position équilibrée en fait. Tout à fait. Mais au départ, 10 minutes, Elisa. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait que je pense que dans la ligne de Christ, Jean-Baptiste a été choisi au départ. Donc Jean-Baptiste est un conservateur, puisque dans sa vie, dans son habillement, dans ses réformes, il était un conservateur. Mais Dieu l'a utilisé en fait au départ, parce qu'en fait, il était sur ce qui est écrit. Et après, Dieu a vraiment permis d'amener de nouvelles lumières pour pouvoir après équilibrer en fait. Tout à fait. Mais Dieu n'aurait pas pu utiliser un libéral d'entrée de jeu. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est pour ça que je comprends. Ça reprend ça, en fait. Dieu nous a pris là où il était, mais il a pris le groupe qu'il savait en fait aurait été le plus ouvert et aurait accepté ce message, mais il a besoin qu'on change par la suite. Alors, par contre, je vais juste avancer sur ce point-là parce que on va pas avoir le temps après d'avancer plus loin. Du coup, en fait, si on comprend cette idée en fait de conservatisme et à quel point ça va nous toucher, et surtout en fonction de notre éducation, si on a grandi dans ce conservatisme, les effets vont être visibles. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples. Là, ça va être un peu mon témoignage personnel rapidement de comment est-ce que moi, ça m'a affecté, ce conservatisme. Parce que voilà, j'ai grandi dans une famille adventiste toute ma vie, mais adventiste, vraiment adventiste, quoi. Pour moi, déjà, on était très dissociés de l'Église. J'étais pas du tout en fait dans cette idée, c'est l'Église, c'est le pasteur, il a dit ça, pas du tout. On s'est très vite rapproché de ce qu'ils vont appeler les mouvements dissidents depuis que aussi loin que je m'en souvienne, c'est ce que je me souviens. Pour moi, la notion de la dîme donnée en dehors de l'Église me faisait pas peur parce que c'est quelque chose qui était comme si c'était logique en fait dans ma famille par rapport à cette idée en fait que l'Église ne remplissait plus son rôle, donc du coup on était conservateur, il fallait revenir vers les pionniers, il fallait revenir vers toutes ces choses en fait. Dans ma famille, on croyait très fort aux théories de conspiration.
Donc, plein de théories de conspiration, le nouvel ordre mondial, les ovnis, les Illuminati, le projet Bluebeam, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, des théories de conspiration, on y croyait. Et il y a récemment, j'ai parlé avec un membre de ma famille qui nous a un peu introduit aux théories de conspiration et qui est encore très théorie de conspiration. Et je me suis dit, mais waouh, quoi, enfin, c'est une vision du monde qui est... C'est une vision du monde qui est complètement folle, en fait. Et je me disais, enfin... Je peux le comprendre dans le sens où moi aussi, j'y croyais. Et pour moi, c'était logique, quoi. Il y avait tous ces Illuminati derrière qui essayaient de contrôler le monde, etc. Le réchauffement climatique, la technologie, etc. On retrouvait tous ces éléments-là, en fait. Donc également, j'ai été éduquée toute ma scolarité à la maison. Ce qui m'a conduit, ça ne m'a pas conduit à être socialement avoir peur des gens en soi, mais ça m'a un peu séparée du monde, un peu beaucoup séparée du monde dans ma manière de penser. Très vite, en fait, et ça, c'est un peu ce qui fait peur quand on le dit, mais c'est vrai. Très vite, je me suis crue parfaite, supérieure aux autres par rapport à mon éducation que j'ai eue, qui était mise à part. Notamment lorsque donc je suis arrivée dans le mouvement en 2014, et il y a en plus de tout ce conservatisme, il y a eu la réforme vestimentaire, etc. Et pour moi, ça, c'était... voilà, pour moi, je la gardais à la lettre et c'était quelque chose qu'en fait, qui me protégeait dans mon conservatisme et qui me permettait d'y rester. Donc voilà, j'ai travaillé dans des situations où les gens se demandaient pourquoi je m'habillais comme ça. Et voilà, c'était un peu... Automatiquement, on se sent un peu mal à l'aise, mais c'était comme ça que je me sentais bien, c'était comme ça que j'avais été éduquée, etc. Et automatiquement, donc, une croyance que Jésus revenait, ce qui m'a conduit donc, à abandonner mes études très tôt, ce que je regrette aujourd'hui, à prendre donc des choix de vie par rapport à mon travail qui correspondaient, en fait. Je ne me voyais pas faire des études dans le long terme du tout. Je prenais des boulots en fait qui correspondaient, où je me disais non, Jésus revient, il faut que j'arrête, il faut que je sois dans le ministère, il faut que je sois dans l'œuvre, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à travers ce conservatisme, cette exclusion, à ne rien faire, à me retrouver seule, à me retrouver en fait séparée du monde. Et donc, ça a eu beaucoup de conséquences pour moi, en tout cas. Et c'est vrai que quand ce message est arrivé, pour moi, ça m'a libérée. Donc, le message du cri de minuit, il m'a libérée, mais non seulement il m'a libérée au niveau spirituel, au niveau du message, mais littéralement au niveau de ma personne, en fait. Et bien sûr, ça n'a pas commencé qu'avec le message du cri de minuit. Ça a été un travail énorme en amont, dans lequel j'ai eu besoin beaucoup d'aide pour sortir de cette idée, en fait, que j'étais parfaite, que j'étais la fille parfaite, que je devais donner une image parfaite de moi. Ça m'a vraiment sorti en fait de cette idée, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir à moi-même et de me dire ok, de vivre en fait, de vivre. Et donc voilà, ça m'a vraiment libérée sur un niveau profond sur lequel en fait j'ai retrouvé en fait ma vie personnelle, j'ai retrouvé mon identité. On parlait d'identité plus tôt, et donc là j'ai retrouvé mon identité. J'ai pu m'élargir au niveau professionnel. Voilà, me dire ok, par rapport à ça, je vais le plus loin que je peux, je fais le plus que je peux en fait, d'après les capacités qui me sont données. Et en plus, malgré tout, j'ai pu en fait, j'ai pu malgré tout travailler dans l'œuvre, et c'était vraiment mon désir, en tout cas, dès le début, c'était vraiment ça en fait que je souhaitais faire. Et c'est vrai que lorsque je repense à comment est-ce que j'étais il y a quelques années, j'en parlais encore, je me disais, mais c'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est à mon âge, en fait, parce que bon, voilà, j'avais 15 ans quand je suis arrivée dans le message, et donc j'ai vécu tous ces 17, 18 ans, etc. Et je me suis retrouvée vraiment, en fait, sans but, sans vraiment envie dans la vie, même si j'étais personnellement, mon éducation, la manière dont j'étais construite, en fait, m'ont fait me rendre l'enfant parfaite pour mes parents. Ou en tout cas, même si parfois je ne l'étais pas, j'essayais de montrer que, parce que c'était vraiment en fait ce conservatisme, cette idée qui était dans ma tête et qui avait non seulement, pour moi, je pense que ça avait dépassé
le point du conservatisme, et c'était entré dans ma vie et dans mes os, en fait, dans ma personnalité. Et donc, voilà, toutes ces personnes qui m'ont aidée et qui m'ont dit non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu vives chez toi, il faut que tu prennes ton indépendance, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses tout ceci. Et ils m'ont vraiment, limite, menacée. Mais vraiment, c'est ce qui m'a aidée à sortir. C'est vraiment, et là, c'est là que je peux voir que le message m'a libérée, parce qu'il m'a libérée non seulement physiquement, non seulement mentalement, spirituellement, mais je vois vraiment cet effet sur ma vie. Et c'est là que je me dis qu'en fait, le message, il est vivant. Parce que pour moi, j'ai vu son effet dans ma vie. Et je pense que le plus gros du travail, et je pense que c'est le cas pour tout conservateur lorsqu'on y réfléchit, c'est en fait d'accepter de reconnaître l'état dans lequel on est. Si on reconnaît l'état dans lequel on est, si on reconnaît qu'on est conservateur, si on reconnaît qu'on est vraiment coincé, littéralement coincé dessus, ben en fait, c'est ce qui va nous permettre de réaliser, ok, si je suis comme ça, il faut que je change. On ne sait peut-être pas comment, ça a l'air une montagne, mais c'est faisable en fait, et ça nous permet en fait d'être libre. Ça me fait penser au texte auquel on a pensé la semaine dernière, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et lorsqu'on voit que cette vérité nous affranchit, en fait, c'est pas lorsqu'il est dit que la vérité nous affranchit, c'est tout de suite. La vérité, en fait, elle rend libre immédiatement. La seule condition que moi j'ai comprise pour moi et que c'est le cas pour les autres, je pense aussi, c'est en fait, il faut connaître la vérité. En fait, la vérité va nous affranchir que si on accepte de voir ce qui nous tient enchaînés. Et pour moi, c'est vrai que ça a été flagrant, je le vois dans mon expérience. Ça a vraiment été quelque chose de fort et dans lequel je me dis la vérité est devenue vivante et la vérité, en fait, m'a libérée de cet état d'esprit qui était faux, en fait. Je voulais dire cet état d'esprit qui est restreint, mais c'est même pas ça, c'est un état d'esprit qui est faux et qui m'enfermait, en fait, aussi bien au niveau en tant que jeune, mais en tant que personne et en tant qu'adventiste dans le mouvement. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'était vraiment la partie, en fait, personnelle de comment est-ce que vraiment le conservatisme nous affecte. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pu le voir d'autant plus voilà, dans mon expérience où j'ai grandi en fait dans ce conservatisme. Et malgré tout, ça a été relativement facile d'accepter le message, donc tout le message du cri de minuit récemment, par rapport à toute cette préparation qui avait été faite auprès de moi pour me permettre de reconnaître en fait cet état d'esprit que j'avais en moi. Donc c'était non seulement en fait un enfermement spirituel, comme je disais tout à l'heure, mais aussi social et professionnel. Donc c'était vraiment un enfermement total en fait qui englobait toute ma vie. Et c'est là qu'en fait, je reviens sur le point que j'ai dit et j'insiste, que en fait notre choix spirituel, notre pensée, notre manière de penser, de voir la Bible, parce que c'était ça avant tout. Hein. Moi, quand j'étais petite, lorsqu'on me demandait c'était quoi mon livre préféré, les gens rigolaient, mais je répondais l'Apocalypse. J'avais 3-4 ans. Et donc, du coup, cette pensée, cet état d'esprit du monde se reflète sur votre personnalité, sur votre caractère, sur votre travail, sur votre vie, littéralement sur tout, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important, en fait, de comprendre que le conservatisme, c'est pas quelque chose de simple à se débarrasser, c'est quelque chose que quelqu'un le disait plus tôt, c'est en fait on aura toujours une évolution à voir au ciel, on aura toujours de meilleures compréhensions. Donc on ne peut pas rester dans ce stationnarisme, je sais pas comment dire, dans cet état en fait où on n'avance pas en fait dans tout cet état d'esprit. Donc voilà, cette étude en fait c'était pour qu'on puisse voir un peu le conservatisme. Comment est-ce qu'on le comprend, comment est-ce qu'il est arrivé sur la ligne, mais en pratique, comment est-ce qu'il s'est manifesté et comment est-ce qu'il agit aussi profond dans notre vie. Donc voilà, en fait, cette étude en 2 parties, moi, elle me permet en fait de voir que c'est facile de dire non, je ne suis pas conservateur, de toute façon, non, enfin, j'accepte, je vais mettre des pantalons si je suis une femme,
j'accepte que les femmes et les hommes et les femmes sont égaux. Mais lorsqu'on voit l'état d'esprit derrière cette forme de conservatisme, moi, j'ai vu que c'était beaucoup plus profond et que ça atteignait des parties, en fait, que je réalisais même pas et qui m'ont permis de dire, ah ouais, ok. Donc là, je suis conservatrice, mais vraiment conservatrice. Et c'est ces éléments, quand j'ai pu le voir d'une manière personnelle, c'est ça qui a permis de voir pour moi que le message avait changé mon intérieur, m'avait changé moi au niveau de mon esprit. Il ne te reste plus de temps. Voilà, il ne me reste plus de temps. Donc du coup, voilà, j'espère que cette étude a pu être profitable pour chacun d'entre vous et que on pourra toujours continuer dans cette compréhension du conservatisme qui est toujours auprès de nous. Donc, du coup, je vous invite à prier pour terminer. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu vois à quel point le conservatisme est enraciné dans nos vies et nous pourrit la vie. Seigneur, nous te demandons que ce message d'égalité, que ce message de libération que tu nous donnes ne soit pas seulement un message d'égalité ou de simple égalité, mais qu'il puisse vraiment rentrer dans nos vies et que nous puissions voir dans les moindres détails là où nous sommes conservateurs et là où nous avons besoin de changer, Seigneur. Parce que nous sommes encore loin de comprendre ces éléments. Je le demande pour moi-même et pour tous mes frères et sœurs ici présents, que tu puisses nous ouvrir les yeux et nous aider à accepter, à changer et à reconnaître ce qui nous enchaîne aujourd'hui. Que tu puisses chacun nous bénir pour le reste de cette journée et nous aider à toujours mieux comprendre ta vérité et les messages que tu veux apporter et comment les appliquer dans nos vies. Te remercions pour ton amour et que tu puisses continuer à nous guider pour le reste de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.